Je vis dans une petite communauté rurale dans l'est des États-Unis. C'est un joli petit village et grâce à mon travail dans le domaine médical, j'ai rencontré des personnes intéressantes. Je connais également bien la police et le personnel des urgences. La vie dans un petit village n'est pas aussi ennuyeuse et monotone que les gens le pensent, surtout parce que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Les petits villages sont un peu bizarres dans ce sens. Tout le monde dépeint les habitants de la ville comme des personnes mesquines et égoïstes. Mais dans un petit village, les gens peuvent être tout aussi toxiques et incroyablement malveillants. Personnellement, j'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais puisque celle-ci vient juste de se produire, je vais commencer ici parce qu'elle est encore très récente et que l'enquête est en cours. Je dois être un peu vague sur certains détails, mais j'avais besoin de raconter ça à quelqu'un. Merci d'être mon journal anonyme, même si c'est pour raconter des histoires d'alcool et de danger. Je suis célibataire et je vis seul. En raison d'un harceleur, j'ai déménagé 2 fois, mais c'est une autre histoire pour une autre fois. Cependant, c'est pertinent pour cette histoire pour plusieurs raisons. La première raison est que j'ai un chien pour me protéger, ainsi que des caméras de sécurité à détection de mouvements à l'extérieur. La deuxième raison est l'emplacement de ma maison, qui est juste à côté de la caserne des pompiers et à seulement quelques rues du poste de police. Cependant, à côté de la caserne des pompiers se trouve le service des routes, qui est essentiellement un parking où ils garent leurs équipements routiers et les camions poubelles vides la nuit et les week-ends. Curieusement, il n'y a pas de caméras de sécurité, des choses de la vie dans un petit village, je suppose. Ma maison est sur une colline avec une bonne vue sur la rue en raison de l'inclinaison, des grands arbres dans le jardin de devant et du demi-champ de maïs sur la propriété voisine. La plupart des gens dans la rue en contrebas ne remarqueraient pas si je suis dans le jardin arrière à moins qu'ils ne me cherchent activement, mais je peux voir la rue assez clairement. Ce que j'essaie de décrire, c'est que ma maison est dans ce que je considérerais comme une partie sûre du village. La terrasse où se trouve la propriété empêche les regards indésirables de fouiner. Donc, dans mon esprit, la proximité de tous les services locaux, comme la caserne des pompiers juste sur la route, me faisait penser qu'il n'y aurait pas beaucoup d'indésirables dans ma rue. C'est trop développé, trop uni, n'est-ce pas? Mais, oh, je me suis trompé. Cet incident s'est produit un samedi après-midi. Le comté célébrait sa fête annuelle du jour de l'indépendance avec un barbecue communautaire, de la musique, des feux d'artifice, etc. Je n'y suis pas allé, ce n'est tout simplement pas mon style. De plus, j'ai un chien et le bruit des feux d'artifice peut être traumatisant. Honnêtement, je n'aimais même pas les feux d'artifice quand j'étais enfant. Il y a quelque chose dans le fait de se rassembler l'après-midi en plein mois de juillet. Il fait chaud, c'est bruyant et toute la nourriture est servie à l'arrière du camion de quelqu'un. Ce n'est tout simplement pas ma scène, alors j'étais heureuse de rester à la maison avec mon chien et de passer une soirée tranquille. Avant le grand spectacle, j'ai sorti mon chien pour qu'il fasse ses besoins dans le jardin. Il restait encore au moins 1 heure de lumière, mais tout le quartier était assez calme parce que la plupart des gens étaient sur le terrain de la foire ou à d'autres événements festifs. Alors, quand un grand camion blanc inconnu est passé lentement dans la rue, je l'ai remarqué. Il a dû faire demi-tour au bout de la rue parce que je l'ai vu de nouveau, se déplaçant maintenant dans la direction opposée, seulement une vingtaine de secondes plus tard. Cette fois, cependant, il est entré dans le parking du service des routes. C'était un soulagement, car les travailleurs du comté viennent parfois et vont de ce lot d'entretien pour diverses raisons. Vérifier l'équipement, laisser quelque chose pour l'entretien ou récupérer quelque chose qu'ils ont oublié. Il n'est pas complètement anormal de voir quelqu'un venir et sortir de ce lot. C'est littéralement un centre pour que le village fasse ses affaires. Cependant, il y a un revers à cela, car certaines personnes ont été connues pour jeter des choses dans les camions poubelles vides, généralement la nuit, pour éviter de se faire prendre parce qu'elles ne veulent pas ou ne peuvent pas faire le voyage à la décharge. Normalement, ce sont des choses comme des meubles ou des équipements cassés, mais je n'ai vu aucune de ces choses à l'arrière de ce camion. C'est en fait complètement illégal, mais je suis une femme seule, et je ne suis pas particulièrement équipée pour sortir et confronter un homme que je ne connais pas du tout. Le conducteur était un type robuste, de taille moyenne. Il a pris 3 grands sacs poubelles noirs du lit de son camion et les a jetés un par un dans la trémie du camion poubelle. Puis il est parti. C'était donc ce dernier, juste un résident local qui venait se débarrasser de quelques ordures pendant que le reste du village regardait le spectacle du 4 juillet. Maintenant, je te jure que je ne suis pas de ces personnes intrusives qui pensent toujours que l'activité est suspecte et que leurs voisins complotent quelque chose de mal, mais quelque chose dans cela ne me semblait pas bien. Normalement,
Quand je vois des gens jeter leurs ordures dans les camions et partir, je ne me donne pas la peine de le signaler parce que c'est relativement inoffensif. Mais cette fois, j'avais simplement cette sensation dans l'estomac. J'ai appelé la police. Si jamais, ils pourraient attraper le type pour avoir jeté des ordures illégalement après un barbecue ou quoi que ce soit. Pendant que j'étais au téléphone avec le centre d'appel d'urgence, j'ai descendu mon chien pour réduire les distractions pendant que les agents enquêtaient. Quelques minutes plus tard, un agent est arrivé et j'ai traversé la rue pour le saluer, lui donner une description des événements et indiquer lequel des camions avait jeté les sacs. Encore une fois, c'était très hors de mon caractère, alors je voulais juste que tout se termine le plus rapidement possible. Si ce type faisait quelque chose de mal, nous le découvririons rapidement. Sinon, si c'était vraiment juste un sac poubelle inoffensif, eh bien, ça allait aussi. Comme je l'ai dit, c'était juste une sensation dans mon estomac. L'agent a trouvé les sacs, a pris quelques photos, puis a mis des gants et m'a dit de rester à l'écart. Les sacs étaient attachés avec un nœud en haut et il lui a fallu 1 minute pour en défaire un parce que les gants et le nœud étaient serrés. Finalement, il l'a ouvert, a regardé à l'intérieur pendant quelques secondes, puis l'a refermé et a reculé de quelques pas. Son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Ce qu'il y a dans ce sac n'est pas des ordures normales », murmura-t-il avec un ton sombre. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, sentant un nœud dans l'estomac. « C'est un corps », répondit-il, d'une voix tremblante. Je me sentis malade, et je pouvais voir qu'il l'était aussi. Son visage devint pâle, ses mains tremblaient en tenant la radio, et sa voix se brisa en donnant le code au centre. La répartitrice semblait confuse lorsqu'elle lui demanda de répéter. Il redonna le code, et la radio resta silencieuse. Ensuite, la répartitrice répondit rapidement, disant que plus d'intervenants arriveraient bientôt. En environ 10 minutes, le shérif du comté était sur les lieux. Même lui semblait malade en voyant le contenu de ce sac. Le médecin légiste arriva environ 10 minutes après cela, et le premier agent marcha avec moi jusqu'à la maison, avec un autre qui était arrivé en même temps que le médecin légiste. C'était irréel de voir tout le monde arriver sur les lieux, tout cela pour une petite observation, un petit coup de téléphone à une ligne de police non urgente. J'ai montré au premier agent les images de ma caméra sur mon téléphone lorsque j'ai décrit les événements au départ et maintenant je leur ai montré la vidéo sur un grand écran dans ma maison. Il s'avère que j'avais la seule preuve du cas, à part le cadavre dispersé dans les sacs poubelles. Mes images et mon coup de téléphone étaient tout ce qu'ils avaient pour enquêter et, espérons-le, attraper ce type bizarre. La caméra a capté les images du camion en passant les 2 fois, ainsi que lorsqu'il entrait dans le parking, bien que malheureusement, elle n'ait pas eu une vue claire de la plaque d'immatriculation ni de l'homme jetant les sacs hors du cadre. Nous avons regardé les images encore et encore, en mettant en pause les cadres tandis que les agents prenaient des notes. Finalement, ils ont demandé les images, ainsi qu'une copie des fichiers de la semaine dernière, juste pour voir si le camion avait été dans la zone auparavant. J'ai également conservé les images jusqu'à ce que le service des routes installe ses propres caméras cette semaine. Mais comme tout cela est encore frais, je n'ai vraiment pas plus de détails. Je sais que le corps était en morceaux, mais je ne connais pas l'âge de la victime, le sexe, la cause du décès. Aucune de ces informations n'a été publiée au public. Je ne sais même pas si le médecin légiste a pu identifier le corps. Une voiture de patrouille a été stationnée au service des pompiers à côté pour une surveillance constante, au CA où ce type reviendrait. L'homme qui a jeté ce corps était probablement un local. Comment aurait-il pu savoir qu'il pouvait se débarrasser des ordures là-bas autrement ? Il pensait probablement que ça se fondrait dans les ordures illégales des autres personnes accumulées pendant le week-end festif et que l'équipe de nettoyage ne se donnerait pas la peine de l'examiner, ce qui, honnêtement, est assez intelligent. Le 4 juillet, toutes les poubelles débordent, chaque poubelle dans le parc du village est pleine de toutes sortes de choses. Il n'y a vraiment pas de meilleur moment pour se débarrasser des ordures que la première semaine de l'été. Et le type qui conduisait ce camion blanc, je pense qu'il le savait. Cela me fait me demander s'il s'était déjà débarrassé d'un corps avant cela. Quand je pense à comment ce type vit dans ma communauté, ça me rend physiquement malade de penser qu'il avait clairement exploré la zone pour un endroit de déchargement, que cela pourrait ne pas avoir été sa première fois, ou peut-être que cela pourrait même arriver de nouveau. Si je n'avais pas appelé, si je n'avais pas été dans le jardin à ce moment précis, ou si j'avais ignoré cette sensation dans l'estomac, la victime n'aurait jamais été retrouvée, et peut-être n'aurait-elle jamais obtenu justice, ni ses proches n'auraient eu de fermeture. En fait, il est également possible que cela puisse arriver de nouveau à une autre pauvre âme. J'espère que ce ne sera pas moi.
Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas ce soit moi. Je pense qu'il est temps de déménager à nouveau. La 3e fois est la bonne, non ? Et juste comme un suivi pour ceux qui se demandent, j'ai dû trouver un logement temporaire parce que je vivais si près de la Seine et que j'étais celle qui avait fait le rapport. Les agents et moi voulions que je déménage dans un endroit différent et essentiellement secret, jusqu'à ce qu'ils trouvent le suspect ou le type. À ce jour, cela fait quelques années, et autant que je sache, ils ne l'ont jamais trouvé. Là où je vis, le 4 juillet est une date mémorable. Nous vivons dans une grande ville, donc la célébration peut devenir assez compliquée selon l'endroit où vous habitez. Il y a un spectacle de feu d'artifice principal pour toute la communauté, donc tout le monde va au parc pour une grande fête qui dure toute la nuit. Mais si vous habitez dans le bon quartier, vous pouvez voir le spectacle de feu d'artifice du parc sans même quitter votre maison. Ce quartier organise leur propre petite fête de rue où les familles sortent pour faire des barbecues et allumer leurs propres feux d'artifice. Ma famille vivait dans un de ces quartiers parfaitement situés, donc le 4 juillet signifiait une fête sans fin. L'air estival était vivant avec l'odeur du charbon de bois et des hot dogs, le son des rires des enfants et le lointain grondement des feux d'artifice. Notre petite ville du Midwest prenait vie le 4 juillet et notre fête de rue en était l'épicentre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le soleil brillant sur nous tandis que nous courions, les visages tachés de jus de pastèque et les yeux pétillants d'excitation. Chaque année, notre petite fête de rue se réunissait pour regarder le spectacle de feux d'artifice, mais nous avions aussi notre propre arsenal de chandelles romaines, pétards et fusées pour illuminer la nuit. C'était une époque d'innocence, et la seule préoccupation était de se brûler avec une étincelle ou d'allumer accidentellement une poubelle. Mais cette année-là, quelque chose n'allait pas, du moins pour moi. C'était l'année où j'avais un peu plus d'âge, peut-être autour de la 5e année, et je commençais à observer les gens et à remarquer leur comportement. Une famille s'était jointe à notre célébration, une famille que je ne reconnaissais pas. Ils se distinguaient comme un pouce endolori avec leurs vêtements étranges et leurs expressions bizarres. Ils portaient des manches longues et des pantalons, même dans la chaleur étouffante. Et leurs accents étaient inconnus. J'ai essayé de l'ignorer, me concentrant sur le plaisir, le soleil et les jeux, mais il y avait quelque chose d'inquiétant là-dedans, quelque chose de vraiment étrange et bizarre. C'était tout cependant. Le reste de la famille semblait interagir avec eux sans problème. Il s'avérait qu'ils étaient en ville pour rendre visite à des membres de la famille qui vivaient dans notre rue, une famille que nous connaissions très bien, donc nous les avons simplement acceptés comme ils étaient. Tout le monde s'amusait, y compris les enfants de la famille étrange, qui, honnêtement, étaient tout aussi étranges. Les enfants ne parlaient pas beaucoup et portaient des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les adultes commençaient à devenir bruyants, riant et criant en allumant leurs propres feux d'artifice. La famille de l'extérieur de la ville semblait être l'âme de la fête, mais leur comportement commençait à m'inquiéter. Ils étaient trop bruyants, trop exubérants, et leurs yeux semblaient briller d'une intensité étrange. Ce n'est que lorsque j'ai grandi que j'ai vraiment reconnu ce regard dans leurs yeux comme celui de personnes mentalement instables. Encore une fois, en tant qu'enfant de 5e année, j'ai juste essayé de l'ignorer, me concentrant sur les pétards et les étincelles. Mais cette sensation ne disparaissait pas. Tous les adultes se saoulaient de plus en plus, et la famille de l'extérieur de la ville semblait mener la charge. Je me souviens spécifiquement d'un frisson parcourant mon dos en les observant, leurs rires et leurs cris prenant un ton différent à mesure que le soleil commençait à se coucher. Le spectacle de feux d'artifice était sur le point de commencer et les enfants étaient agités, impatients d'allumer leurs propres feux d'artifice et de se joindre à la célébration. C'est alors que quelqu'un a lancé un pétard qui a explosé juste à côté de ma tête. Cela m'a ramené à la réalité en criant. Cette nuit était pour le quartier et quelques nouveaux venus ne la gâcheraient pas pour moi. Le spectacle de feux d'artifice était à son apogée, lançant un kaléidoscope de couleurs dans le ciel nocturne. La musique pulsait, les enfants riaient et jouaient, les bâtons lumineux ondulaient comme de petites baguettes. Encore une fois, j'étais perdu dans la magie du moment, les yeux collés aux explosions au-dessus de moi. Et puis, une agitation de l'autre côté de la rue a attiré mon attention. Comme vous pouvez l'imaginer,
Il devait s'agir d'une agitation sérieuse étant donné qu'elle m'a distrait des feux d'artifice. Le son des voix, quelques personnes criant, ce qui semblait être des questions, puis des ordres. Cela ressemblait à une discipline, alors mes oreilles d'enfant se sont immédiatement syntonisées. Je me suis dirigé vers la maison de Madame Jenkins, qui avait un cabanon à côté de sa propriété où elle stockait quelques petits feux d'artifice, des sodas et toutes sortes de choses. Je me suis approché pour enquêter, ma curiosité au maximum. Un groupe de parents était regroupé près du cabanon, leurs visages tendus et préoccupés. L'un d'eux, Madame Jenkins, tenait un enfant par le bras, sa prise ferme mais gentille. « Que se passe-t-il » demandai-je en m'approchant du groupe. Je n'avais que 10 ou 11 ans, mais je rassemblais déjà les pièces de CE qui se passaient vraiment. Ce petit essayait de se faufiler dans le cabanon et d'allumer les feux d'artifice lui-même, expliqua Madame Jenkins, sa voix basse et urgente. Nous l'avons attrapé juste à temps, Dieu merci. Exactement ce que je soupçonnais. La façon dont les adultes criaient, je savais que quelque chose d'au moins semi-sérieux devait s'être produit. Le cabanon n'avait rien de trop fou en termes de feux d'artifice, mais la simple quantité aurait suffi à enflammer le bâtiment en quelques secondes si une seule mèche était allumée. Le quartier aurait pu brûler. L'enfant, l'un des fils de la famille étrange, me regarda avec un mélange de peur et de défi dans les yeux. Ses parents n'étaient nulle part en vue, mais apparurent bientôt, leurs visages rouges et s'excusant. Ils commencèrent à minimiser tout cela, à atténuer les choses, et pendant qu'ils le faisaient, leur fils ne parla ni ne leva les yeux une seule fois. Il devint sérieusement menaçant, regardant dans le vide. En tant qu'enfant, cela m'a vraiment fait peur. « Oh, nous sommes vraiment désolés », dit la mère, sa voix dégoulinante de sincérité. « Il s'excite juste un peu parfois. Nous veillerons à le surveiller de plus près. » Les autres parents acquiescèrent, leur visage compréhensif sur le moment, mais je pouvais maintenant sentir une tension sous-jacente. Ils étaient condescendants avec la famille étrange, mais maintenant leur confiance s'était évanouie. Je suppose que c'était le 4 juillet, vous savez. Personne ne voulait vraiment faire toute une histoire, alors ils leur donnèrent simplement le bénéfice du doute. Personne ne voulait tout un drame à 8 heures du soir, un jour férié. Sauf l'enfant avec le briquet, je suppose, qui fut rapidement confisqué. Ils s'assurèrent de mettre hors de portée tous les briquets et allumettes, toutes choses similaires. « D'accord, les accidents arrivent, » dit M. Johnson, sa voix un peu trop forte. « Concentrons-nous sur le fait de continuer à nous amuser, d'accord ?» Tout le monde acquiesça, mais l'ambiance avait définitivement changé. La musique et les feux d'artifice semblaient un peu moins joyeux maintenant, les rires et les cris teintés d'une pointe d'inquiétude. Ceux d'entre nous qui avaient assisté à l'événement savaient que nous venions d'éviter quelque chose d'un peu plus sérieux. Même en tant qu'enfant, je le savais. Et je ne pense pas avoir complètement compris la gravité de la situation à ce moment-là. Je veux dire, évidemment, cet enfant était instable, n'est-ce pas? Ou avait un type de problème sous-jacent. Allumer des feux d'artifice impulsivement n'est pas normal ni rationnel d'aucune manière, du moins pour moi. La nuit continua, et je remarquai que la famille étrange devenait de plus en plus agitée. Ils semblèrent boire, mais pas plus que n'importe qui d'autre, je suppose. Mais encore une fois, je suis un enfant. Qu'est-ce que j'en sais? Ils se disputaient entre eux, leur voix murmurée mais définitivement intense. Quand ils ne se disputèrent pas, ils étaient si bruyants et exagérés, chantant et applaudissant. Ça semblait tout simplement exagéré. Les enfants étaient maintenant agités, leurs yeux allant d'un côté à l'autre vers le cabanon où les feux d'artifice étaient stockés. Les parents disaient qu'ils allaient les surveiller de plus près, mais nous pouvions tous voir que c'était faux. La famille semblait constamment distraite, jamais vraiment au courant ou en contrôle de toute situation dans laquelle ils se trouvaient. Honnêtement, je me souviens seulement qu'il devenait de plus en plus bizarre à chaque minute cette nuit-là. Et peut-être devrions-nous les surveiller de plus près, chuchotai-je à Madame Jenkins en désignant la famille étrange. Elle suivit mon regard et son expression était définitivement préoccupée. « Je pense que tu as raison, mais vous, les enfants, restez proches, juste au cas où. » La nuit continua, le spectacle de feux d'artifice touchant finalement à sa fin, mais je savais que le véritable spectacle ne faisait que commencer. Cette famille étrange accumulait quelque chose et j'avais l'impression que ça n'allait pas être joli. De plus, nous avions notre propre spectacle après la fin. Chaque fête de rue lançait quelques vrais feux d'artifice en l'air, des choses pour lesquelles un petit mortier était nécessaire. Honnêtement, c'était la raison pour laquelle cette fête était ma préférée.
Pas beaucoup d'enfants que je connais ont une place de choix pour voir un groupe de pyrotechniciens amateurs allumer des feux d'artifice dans l'allée. En tant qu'enfant de 5e année, je m'imaginais que cela pourrait être ce que c'est d'aller à la guerre. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, ce spectacle a attiré l'attention des enfants de la famille étrange et nous étions tous trop occupés à regarder le spectacle pour les remarquer. Les garçons couraient d'un côté à l'autre, allumant soigneusement chaque paquet de feux d'artifice, qui se tirait ensuite en grande partie tout seuls. Les garçons qui les manipulaient ne faisaient que de petits ajustements après les avoir allumés. Eh bien, le garçon plus âgé, celui qui avait essayé de se faufiler dans le cabanon, a fait de même. Il s'approcha furtivement de l'un des paquets de feux d'artifice non allumés qui contenait 25 cylindres à l'intérieur, ce qui signifie 25 feux d'artifice prêts à exploser. Le garçon se tenait dans l'obscurité, attendant que quelqu'un vienne l'allumer. Finalement, quelqu'un l'a fait. Ils allumèrent la mèche puis retournèrent gérer les autres paquets. Avant que le premier feu d'artifice puisse exploser, le garçon s'approcha et le retourna pour que les cylindres tirent vers la foule. Personne ne se rendit compte avant que la première explosion ne se produise parmi nous tous. Je me souviens de tout le monde criant, l'odeur de cheveux brûlés et de vêtements carbonisés. C'était si brillant que cela m'aveugla pendant quelques secondes, laissant cette éblouissante démonstration de lumière. Heureusement, certains des adultes savaient ce qui se passait et commencèrent à nous emmener, les enfants, entre les maisons ou du moins à l'intérieur si possible. Mais ils étaient sur un minuteur automatique. La mèche était allumée, il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Avant que nous nous en rendions compte, un deuxième feu d'artifice explosa, puis un troisième. Et bientôt les gens criaient et convulsèrent sur le sol, autant sur l'herbe que sur l'asphalte de la rue. Quelqu'un poussa le garçon, le maîtrisa, tandis qu'un autre redressait la boîte de feu d'artifice pour qu'elle tire de nouveau en l'air, et non vers notre fête de rue. Notre célébration du 4 juillet était terminée à ce moment-là. Nous avions la police, les pompiers et une ambulance en route vers notre rue. Nous pouvions entendre les sirènes individuelles traverser la ville. Ils commencèrent à arriver, les familles donnant leurs propres déclarations, certaines nécessitant même des soins médicaux. Beaucoup partirent simplement chez elles, impatientes de nettoyer le lendemain matin et de voir quels dégâts avaient été causés. Cette famille étrange resta dans la rue, tandis que les gens les désignaient secrètement du doigt, disant que c'était un accident, mais que c'était leur fils. Sauf que ce n'était pas un accident, et seul cela semblait en être conscient. Moi, et peut-être Madame Jenkins. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, mais elle n'a rien vu lorsque cela s'est produit. C'est difficile de blâmer l'enfant quand vous ne l'avez pas vu le faire. Pourtant, c'était assez évident qu'il l'avait fait et d'autres affirmaient ouvertement l'avoir vu le faire. Finalement, personne ne fut arrêté, ni rien. Il n'y eut pas de charge. Mais cette famille partit le lendemain matin et, heureusement, nous ne les avons jamais revus. Notre voisine affirmait que c'était sa sœur et sa famille. Ils avaient toujours été un peu bizarres, vivant quelque part au milieu de nulle part au Tennessee. La voisine s'excusa profusément, mais je pense que nous avons eu de la chance. Quelques autres personnes eurent des brûlures graves. Un type avait un trou de la taille d'une balle de baseball brûlé des deux côtés de son t-shirt, comme si un feu d'artifice était passé à travers. Il n'y eut ni doigts ni orteils manquants, mais je crois qu'au total, 6 enfants allèrent à l'hôpital et 2 ou 3 adultes également. Cela a définitivement été la chose la plus effrayante qui me soit arrivée, et maintenant je suis un peu plus prudent dans mes célébrations du 4 juillet. Il y a quelques années, j'ai fréquenté une université située à quelques villes de l'endroit où j'ai grandi, ce qui rendait le trajet très facile. Chaque été et chaque période de vacances, je pouvais simplement rentrer à la maison en voiture. Pas de vol ni de gros déménagement, juste un voyage d'une après-midi. J'ai une histoire à propos d'un été particulier où je suis rentré de l'université et où il est arrivé quelque chose de fou à mes amis et moi la nuit du 4 juillet. C'est une histoire assez intense. Quand je suis rentré à la maison, le soleil d'été brillait dans notre petit village, créant une bulle chaleureuse sur les rues et les maisons familières. J'étais revenu de l'université, impatient de retrouver de vieux amis et de créer de nouveaux souvenirs. Notre groupe avait été inséparable depuis le lycée, et il semblait que le temps n'avait pas passé alors que nous reprenions nos anciennes routines. Je n'avais pas un endroit luxueux où rester quand je revenais.
Je restais simplement à la maison avec mes parents en échange de quelques tâches ménagères. Promener le chien, tondre la pelouse, nettoyer les gouttières, toutes ces choses normales qui accompagnent les mois d'été. Cela ne me dérangeait pas vraiment, car c'était agréable d'avoir ces moments de détente et de familiarité entre les semestres écrasants et remplis d'anxiété de l'université. Anna, mon ex-petite amie, fut l'une des premières à me saluer. Son sourire éclatant et ses yeux pétillants firent battre mon cœur plus fort. Nous avons passé des heures à nous remettre à jour, riant et nous rappelant le bon vieux temps. Le reste de mon groupe fut tout aussi accueillant et bientôt nous étions tous ensemble, vibrants comme nous le faisions autrefois. Anna et moi n'avions pas eu une rupture désastreuse ni rien de ce genre. Nous avions simplement des chemins différents dans la vie et voulions rester amis. Elle avait intégré une université bien meilleure que la mienne et avait des projets de déménagement hors de l'État après l'école, donc un avenir ensemble ne semblait pas vraiment possible. Malgré tout, nous nous tenions la main et échangions des baisers rapides et secrets ce jour-là. Puis 20 juillet, le grand week-end festif, et nous étions tous en ville. Nous ne pouvions pas être plus excités, car notre communauté s'immobilise pour l'occasion. Vous savez comment c'est, barbecue, concert, food truck. Les gens viennent d'autres villes juste pour profiter de nos limites de la ville. Nous avons l'un des meilleurs spectacles de feux d'artifice, à mon avis, et la police ne fait pas grand-chose pour contrôler les gens, si vous voyez ce que je veux dire. À mesure que le week-end approchait, nous avons fait des plans pour aller chez Tucker, une grande propriété agricole juste à l'extérieur des limites de la ville. C'était l'endroit parfait, et le même endroit que nous utilisions depuis des années, des décennies, depuis aussi longtemps que n'importe qui pouvait s'en souvenir. De nombreux bons souvenirs avaient été créés dans cette ferme, et ce week-end ne ferait pas exception. La famille de Tucker était en voyage au Mexique, nous laissant l'endroit complètement à notre disposition. Le point culminant de la nuit serait le spectacle de feux d'artifice, et nous savions tous le meilleur endroit pour le regarder, sur la haute colline couverte d'herbe au bord de la propriété de Tucker. Quand je dis haute, je parle d'environ 30 mètres de hauteur, peut-être même plus. Vous pouvez voir tout le village, toute la vallée s'étendant jusqu'au néant. Non seulement nous pouvions voir notre propre spectacle de feux d'artifice, mais nous pouvions aussi voir certains des spectacles des villages voisins, car le terrain est si plat. Nous sommes arrivés et avons passé l'après-midi à boire, fumer et mettre de la musique de fête, l'excitation augmentant à mesure que le soleil commençait à se coucher. Anna et moi nous sommes retrouvés dans une conversation profonde, cette connexion restait forte malgré le temps séparé. À mesure que les autres commençaient à se préparer et à se diriger vers la colline, nous nous sommes joints au groupe à contre-cœur, impatients de continuer la nuit. « Allez les gars, bougeons-nous » cria Tucker, son sourire contagieux alors que tout le monde sortait de la maison et se dirigeait vers le jardin. La colline était de l'autre côté de la propriété, à peut-être environ 400 mètres de la maison. Une petite promenade parfaite à travers l'air chaud de l'après-midi, écoutant le murmure de la conversation, le son des canettes de bière s'ouvrant et la traînée constante de fumée de cigares et de joints derrière nous. La propriété la plus proche était à environ 16 km, donc nous étions les maîtres des lieux, pour ainsi dire. L'air était maintenant plein d'anticipation alors que nous montions la colline, le son des grillons et le murmure de l'herbe remplissant rapidement l'air. Nous nous sommes installés, avons partagé quelques bières et des collations. Le ciel au-dessus de nous était d'un bleu profond d'indigo. C'était ça. Le spectacle annuel de feux d'artifice, 45 minutes de lumières éblouissantes et d'explosions, tout en continuant à boire et à nous toucher dans l'obscurité. « C'est tellement amusant », soupira Anna, se blottissant près de moi alors que nous regardions la vue. J'ai hoché la tête, sentant une sensation de satisfaction m'envahir. C'est ce que signifiait l'été, de bons amis, de bons moments et la liberté de tout apprécier. Le stress de l'école était loin, hors de mon esprit, alors que nous étions assis là dans l'herbe et regardions les étoiles apparaître lentement. Mais alors que nous attendions que les feux d'artifice commencent, une légère sensation d'inquiétude commença à s'insinuer dans mon esprit. C'était comme si quelque chose nous observait depuis les ombres, attendant son moment parfait pour attaquer. J'ai écarté cette pensée, me concentrant sur les rires et les discussions autour de moi. Je ne savais pas que la nuit ne faisait que commencer et que les vrais feux d'artifice allaient venir. Nous avons partagé des bières et des joints, profitant du spectacle de feux d'artifice juste au-dessus de nous. Mais à mesure que la nuit avançait, nous avons rapidement remarqué un deuxième groupe de personnes dans l'obscurité, utilisant également la colline comme point d'observation.
Ils étaient assez loin, mais nous pouvions les voir clairement sous les lumières intermittentes des feux d'artifice. « Que se passe-t-il avec ces types ?» demanda Anna en désignant l'autre groupe de personnes. Tucker plissa les yeux. « Je ne sais pas, mais ils ne dérangent personne. Laissons-les tranquilles. » La colline dans la ferme était assez grande. Comme je l'ai dit, beaucoup de locaux la connaissaient. Ce n'était certainement pas la première fois que quelqu'un se faufilait par le chemin rural et s'asseyait dans l'obscurité pour observer. Ce n'était pas un gros problème, rien qui mettrait en colère sa famille. Personnellement, j'y étais allé au moins une demi-douzaine de fois où il y avait au moins un autre groupe assis dans l'obscurité, des inconnus complets qui disparaissaient à la fin du spectacle. Nous avons continué à regarder les feux d'artifice, mais maintenant notre attention se détournait parfois vers cet autre groupe. Il devenait bruyant, criant et riant. Cela ressemblait plus à une bagarre qu'à une fête. C'était subtil au début, juste des voix fortes, mais bientôt cela ressemblait à une discussion, une bagarre en criant, et ça devenait rapidement intense. J'ai serré Anna dans mes bras et regardé par-dessus sa tête à la recherche de tout signe de problème. Puis, soudainement, une bagarre éclata et nous avons pu voir des personnes se frapper et se donner des coups de pied sous les lumières intermittentes. Cela semblait intense et il semblait qu'ils se faisaient vraiment mal. Cela ressemblait à une bagarre de 2 contre 2, chaque type se battant contre un autre type. Ce n'était pas du tout amical, des poings fermés frappant durement, la lumière intermittente révélant une quantité croissante de sang à chaque éclair. Yeux, nez, bouche, tout saignait. « Oh mon Dieu, nous devons faire quelque chose !» s'exclama Anna, sa voix tremblante maintenant. Tucker hésita, puis hocha la tête. « Oui, je devrais appeler le 911. » Il sortit rapidement son téléphone portable et composa, nos cœurs battant rapidement alors que nous attendions que quelqu'un réponde. Tucker passa de 0 à 100 très rapidement. C'était tout ou rien avec lui. Il était prêt à leur donner le bénéfice du doute et à les laisser tranquilles, mais maintenant qu'ils avaient éclaté en bagarre, c'était une autre histoire. C'était la propriété de Tucker après tout. Si quelqu'un était blessé ou tué, cela retomberait sur eux si quelqu'un décidait de porter plainte ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, juste des pensées d'étudiant à l'époque. Alors Tucker décida d'appeler la police et de mettre fin à toute cette histoire. « 911, quelle est votre urgence ?» répondit la voix de l'opératrice. « Bonjour, nous sommes à la ferme des Watley, juste à l'extérieur de la ville, et il y a une agression en cours entre des inconnus, » expliqua Tucker, essayant de rester calme. La voix de l'opératrice était ferme. « Éloignez-vous immédiatement et attendez la police. Ils sont en route. » Nous ne voulions pas partir en soi. Il nous restait encore la moitié du spectacle de feux d'artifice à voir et de la bière à boire. Nous nous sommes installés de nouveau dans l'obscurité, essayant de profiter des feux d'artifice, mais cette agitation de l'autre groupe était trop perturbante et extrêmement distrayante. Nous pouvions entendre les sons des coups et des personnes gémissant de douleur. Tout était mal, mais j'étais en mode protection, pas en mode investigation d'un groupe de personnes violentes dans l'obscurité. Soudainement, Tucker vit des lumières au loin et courut en bas de la colline à toute vitesse, traversant la propriété pour guider la police jusqu'à la scène. Nous avons tous observé ce petit corps traverser le champ et intercepter 2 patrouilles, leur faisant signe dans les 2 minutes. J'ai été surpris de voir à quel point Tucker était en forme. Nous avons regardé les policiers garer leur voiture, puis sortir et suivre Tucker d'un pas rapide à travers le champ. Tous arrivèrent haletant à la colline en moins de 5 minutes. Les policiers s'approchèrent et éclairèrent l'endroit. L'autre groupe prit peur et se dispersa dans toutes les directions. Certains descendirent à la colline en courant vers la ville, d'autres coururent vers la forêt dense dans l'autre direction. Les 3 policiers répondant les poursuivirent, et après 30 minutes de poursuite et de lutte, ils semblaient tous les avoir arrêtés. 6 personnes au total, 5 filles et un gars. Tous étaient plus que saoux, probablement aussi drogués. La police les emmena dans leur patrouille et nous souhaita une bonne nuit. Tucker dut donner une brève déclaration, mais c'était un CAS assez clair d'intrusion. Ils dirent qu'ils reviendraient s'ils avaient besoin de plus d'informations de lui ou de sa famille. Pendant que nous les regardions partir, je ne pus m'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement. C'était terminé, nous pouvions enfin profiter de la fin des feux d'artifice en paix pour nous-mêmes. Mais alors que nous nous installions, cette sensation que quelque chose n'allait pas revint en moi. L'obscurité nous entourait maintenant, les feux d'artifice semblaient exploser avec une intensité renouvelée. « Les gars, ça vous dérange si on s'en va d'ici ?» dit Anna, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai hoché la tête, sentant une sensation de terreur se faufiler dans ma colonne vertébrale.
Nous avons rapidement rassemblé toutes nos affaires et nous sommes dirigés en bas de la colline, les feux d'artifice explosant toujours juste au-dessus de nous. En arrivant au bas, nous avons entendu un bruit étrange, comme un bourdonnement sourd. C'était faible, mais cela m'a fait frissonner. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Anna, ses yeux scrutant l'obscurité. J'ai secoué la tête. « Je ne sais pas, mais partons d'ici. » Nous sommes rapidement retournés à la maison, ce bourdonnement devenant plus fort à chaque pas. C'était comme si quelque chose nous suivait, nous observait. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'était bizarre. Aucun de nous n'était vraiment dérangé par le fait de manquer les feux d'artifice maintenant, car toute cette affaire était une folie. Nous étions heureux de ne pas avoir été agressés ou arrêtés ni quoi que ce soit. La bagarre et l'arrivée de la police avaient vraiment gâché l'ambiance, surtout que nous étions tous défoncés et que la marijuana n'était pas encore légale. En marchant de retour, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que nous avions vu. J'ai mis mon bras autour d'Anna et j'ai fait de mon mieux pour oublier. Je me suis tourné vers Tucker et ai hoché la tête. « Il reste des bières ?» ai-je demandé. « Non » a-t-il répondu. « Eh bien, et un joint ?» ai-je insisté. « David, j'en ai toujours un » a-t-il dit, en sortant littéralement un de sous son chapeau. Un vrai fumeur de joint a toujours de quoi se faire plaisir. Il l'a allumé et nous l'avons passé de main en main en retournant à la maison. Anna s'est détendue sous mon bras et avec la fumée du joint, bientôt nous étions tous détendus sur le porche, jouant au beer pong et regardant les étoiles briller au-dessus de nos têtes. Au loin, nous pouvions entendre des feux d'artifice isolés exploser, les citoyens faisant leur part pour maintenir l'esprit de fête vivant toute la nuit. « Que penses-tu de ces types là-bas sur la colline ?» ai-je demandé à Tucker. « Je ne sais pas, mec, probablement juste des pecnos du coin. Quelqu'un qui non seulement sait que la colline est là, mais qui a le cran de passer le panneau défense d'entrée que nous avons, » expliqua-t-il en lançant la balle de ping-pong. Lui et moi étions dans un jeu de beer pong, et il commençait lentement à me battre. J'ai hoché la tête. Ça faisait sens. Il ne semblait pas préoccupé par la présence de gens autour pendant qu'ils se battaient, donc il n'était pas déraisonnable de penser qu'ils étaient des rois d'un parc de caravanes. Nous avons continué à jouer, à parler de tout et de rien et à boire jusqu'à environ 11 heures du soir. Tout le monde commençait à entrer à ce moment-là, déplaçant les enceintes et tout le reste dans le salon. Les gens parlaient de partir bientôt, mais honnêtement, tout le monde était assez saoul. Nous avons laissé la porte du patio ouverte pendant que nous continuions à rentrer des choses et à profiter de l'air frais de la nuit. Il y avait beaucoup d'agitation, beaucoup de personnes en mouvement, donc nous n'avons vraiment pas remarqué le type au début lorsqu'il est sorti de l'obscurité. Il marchait parmi nous et commençait à faire ce que nous faisions, jetant des canettes de bière à la poubelle, ramassant des déchets, arrangeant des chaises, des choses aléatoires de nettoyage comme ça. La prochaine chose que nous savons, ce type entre dans la maison avec nous. Rappelez-vous, nous étions tous incroyablement saouls à ce stade. Anna a regardé une fois et a halté. « Qui est ce type ?» a-t-elle dit avec dégoût. C'était impoli au début, mais vous verrez pourquoi c'était justifié. « Oh, hé mec, d'où viens-tu ?» proposa Tucker. Le type hocha seulement la tête vers la porte. « Hein ?» dit Tucker secouant la tête. « Tu es perdu ? Comment es-tu entré ici ? Je te connais ?» Il faisait un bon hôte, presque en faisant semblant de connaître ce type de quelque part. « Non, je regardais les feux d'artifice, je vous ai vu, j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide, » expliqua-t-il. « Ah bien, tu vis par ici ?» lui demanda Tucker. « Dans le village, » dit-il. « Et comment es-tu arrivé ici encore ?» répondit Tucker. « J'étais sur la colline avec mes amis avant, quand vous avez appelé la foutue police, » expliqua-t-il d'une voix lente et dramatique. J'ai littéralement vu ses yeux se dilater en l'expliquant, puis il a pris une bouteille de bière et a cassé le verre sur la porte arrière. Oh, je me souviens avoir crié sous le choc total, plus préoccupé par le fait que le type s'était coupé sévèrement la main que par toute autre chose. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit d'autre, ce type se jeta sur moi avec sa main ensanglantée et la bouteille cassée. Dans mon état d'ivresse, j'ai à peine réagi, je suis juste tombé en arrière et ai repoussé ses mains. J'ai immédiatement senti le whisky sur lui, quelque chose que nous n'avions pas bu. Il était clairement saoul, avait évité la police d'une manière ou d'une autre et maintenant cherchait à se venger pour avoir gâché sa célébration du 4 juillet. Tucker est venu de derrière avec Sean, notre autre ami. Ils ont rapidement essayé d'envelopper ce type, mais ça n'a pas marché. Ce type était grand et agile et a fini par couper assez sévèrement les bras de Sean. Nous avons tous les trois essayé de le coincer,
de le pousser hors de la maison pendant que le reste du groupe cherchait des téléphones et des couteaux de cuisine. « Je te préviens, mec, » dit Tucker. « Ça ne va pas se passer comme tu le penses. » Moi-même, je n'étais pas si sûr, mais j'avais son soutien et nous étions en supériorité numérique. Notre autre ami Franco est apparu à mes côtés avec un couteau de chef de 20 cm brillant sous les ampoules. Maintenant, je me sentais un peu mieux sur la situation. Le type a alors pris une bouteille et l'a lancée à Tucker aussi fort qu'il pouvait. Tucker s'est couvert, mais il a pris un bon coup dans la poitrine, ouvrant une blessure immédiatement. Alors que nous nous concentrions sur notre ami, le type a pris 2 autres bouteilles et a commencé à les agiter, mais à ce stade, nous étions furieux. Sean, Tucker et moi avons commencé à donner de forts coups de pied à ce type, le frappant aux hanches et aux cuisses, très à la manière des coups de pied spartiates de 300. Franco brandissait le couteau et le type se rendit compte qu'il était en désavantage. Derrière nous, les filles avaient appelé la police, qui revenait rapidement sur les lieux. Tout ce que nous avions à faire était de maintenir le type occupé encore 1 minute ou 2. Ça s'est avéré un peu plus facile que ce que je pensais. Le type a finalement reculé hors de la maison, a traversé le patio et est descendu les escaliers, lançant des insultes, parlant de comment nous avions ruiné ses plans. Nous avons répondu juste pour le garder accroché, et finalement, ses phares familiers sont venus couper par l'allée. « Hé, regarde mon pote, tes amis sont là », dit Tucker, en pointant et en riant. Une réunion pour l'histoire. Le type se retourna pour voir la voiture de police. « Merde », murmura-t-il. Il était saoul, drogué, et maintenant la réalité le rattrapait. Les policiers se sont arrêtés, et le type n'a opposé aucune résistance. Il a simplement été menotté et mis à l'arrière de la voiture. Nous avons donné un rapport beaucoup plus détaillé cette fois, et ils ont appelé les ambulanciers pour les blessures de Tucker et Sean, tous deux nécessitant des points de suture. Il s'avère que le verre brisé est absolument dangereux. Ce fut la dernière fois que j'ai vraiment apprécié un week-end excitant du 4 juillet. Depuis, ils ont tous été assez ennuyeux. Nous nous sommes assis sur le porche, avons regardé les étoiles et fini nos bières pendant que la police et les ambulanciers s'occupèrent de la situation. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'adrénaline se dissipait et une sensation de soulagement et de fatigue nous envahissait. Nous savions que nous avions eu de la chance cette nuit-là. Nous avions évité une tragédie majeure, mais la sensation que quelque chose de sombre et de dangereux nous avait touchés persistait. « Je pense que j'ai eu assez d'émotions pour une nuit », dit Anna avec un sourire fatigué, se blottissant plus près de moi. J'ai hoché la tête, la serrant fort dans mes bras. Oui, j'en ai certainement eu assez pour un bon moment. Alors que la police partait et que la tranquillité revenait à la ferme, nous nous sommes dispersés peu à peu. Certains sont restés pour passer la nuit, tandis que d'autres ont décidé qu'il valait mieux rentrer chez eux. La fête était terminée, et bien que nous ayons fait face à un danger réel, cela nous avait également rapprochés d'une manière étrange. Alors que j'ai désarrangé les dernières choses, Tucker s'approcha de moi et me donna une tape dans le dos. « Merci d'avoir été là, mec. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »« De rien, Tucker. On est toujours là pour veiller les uns sur les autres, » ai-je répondu, sentant une vague de camaraderie. Anna et moi nous dirigions vers la maison, main dans la main. Malgré tout ce qui s'était passé, je sentais que cet incident nous avait rapprochés. Nous avions fait face au danger ensemble et nous en étions ressortis plus forts. Cette nuit-là, alors que nous nous couchions, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ce qui s'était passé. J'ai réalisé que la vie est imprévisible et que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver de la force et de l'unité dans nos amitiés et nos relations. Le 4 juillet sera toujours une date spéciale, mais je porterai aussi avec moi la leçon de rester toujours vigilant et de valoriser les personnes qui comptent vraiment dans ma vie. La ferme de Tucker et notre petit groupe d'amis auront toujours une place spéciale dans mon cœur, non seulement pour les bons moments, mais aussi pour les épreuves que nous avons surmontées ensemble. Le lendemain matin, avec le soleil se levant à l'horizon, nous nous sommes réunis pour un petit déjeuner improvisé. L'atmosphère était plus légère, le danger était passé, et nous étions prêts à aller de l'avant, plus sages et plus unis que jamais. La vie a continué après cet été-là, chacun de nous prenant des chemins différents. Mais je me souviendrai toujours de ce 4 juillet comme d'un moment qui nous a définis et nous a appris la véritable valeur de l'amitié et de la famille. Je vis dans une banlieue normale. C'était le week-end du 4 juillet, alors j'ai organisé une petite fête dans mon jardin.
Mes parents étaient absents, donc tout allait bien se passer. J'ai invité une vingtaine de personnes. Nous avons une piscine, alors j'ai dit à tout le monde d'apporter leur maillot de bain. J'avais aussi quelques feux d'artifice restants de l'année dernière que je prévoyais de lancer à la fin de la soirée. J'ai essayé de garder la réunion strictement dans le jardin parce que je ne faisais pas entièrement confiance aux gens pour ne pas faire de désordre à l'intérieur de la maison. Tout s'est bien passé. Entre 20 et 30 personnes sont venues. Tout le monde est resté dans le jardin. Certains sont allés dans la piscine, d'autres ont joué à des jeux de boissons et, plus tard dans la nuit, nous avons lancé quelques feux d'artifice dans la rue. La fête a commencé à se calmer après minuit et vers 1h30, tout le monde était parti. Il y avait 1 million de verres en plastique rouge dans le jardin et des tonnes de canettes et de bouteilles vides, mais c'était un désordre dont je m'occuperai le lendemain. J'étais épuisé, je suis rentré, je me suis changé, je me suis brossé les dents et je me suis couché. J'étais assez éméché, donc je ne pensais pas avoir de problème pour m'endormir. Soudain, j'ai entendu des pétards exploser dehors. On aurait dit que c'était juste sous ma fenêtre, dans notre jardin. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, et à ma confusion et horreur, j'ai vu une ligne de pétards exploser près de notre piscine. Ma réaction initiale a été de crier par la fenêtre. « Qui a fait ça ?» Je pensais que ça devait être un de mes amis qui était resté pour me faire une blague. Je suis descendu en courant jusqu'à la porte arrière. J'ai fait glisser la porte vitrée, mais j'ai laissé la porte moustiquaire fermée. J'ai regardé autour du jardin et j'ai dit à nouveau « Qui est là ?» À ce moment-là, les pétards avaient déjà fini d'exploser. Quelqu'un était là dehors et les avait allumés, ça ne se fait pas par accident. J'ai envoyé des messages à autant de personnes que je pouvais me rappeler et ensuite au groupe de chats, demandant qui était encore chez moi. Seules quelques personnes ont répondu, probablement parce que beaucoup dormaient déjà. Tous ceux qui ont répondu ont dit qu'ils étaient au lit ou chez eux. Je suis sorti dans le jardin et j'ai regardé autour pendant 1 minute et quand je n'ai vu personne, je suis rentré, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée et je suis remonté dans ma chambre. À peine 5 minutes plus tard, j'ai entendu quelque chose provenant du salon à l'étage, au bout du couloir. Puis j'ai entendu le bruit d'une balle de beer-pong tombant de la table et rebondissant sur le sol en bois. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Y avait-il quelqu'un dans la maison ? Un de mes amis s'était-il endormi sur un des canapés en bas ou peut-être dans une des autres chambres ? Bien que cela semblait être une possibilité, je n'étais pas prêt à sortir. Je me suis levé du lit et je me suis approché de la porte pour écouter. Je n'ai rien entendu pendant un moment. J'ai attendu et puis, aussi clair que de l'eau de roche, j'ai entendu des pas se rapprocher de ma porte et ensuite la poignée de la porte bouger. La porte était verrouillée. Il y eut un coup fort à la porte. J'ai crié à travers la porte de partir, sinon je tirerais. Une voix masculine profonde de l'autre côté a dit « Jay, tu es là ?» Et j'ai entendu une autre voix profonde dans la pièce avec moi dire « Oui ». Je me suis retourné vers le coin à côté de mes tiroirs et j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un là. J'ai crié de toutes mes forces pendant que cet homme s'approchait de moi, tenant ce qui semblait être une arme à feu dans sa main. Puis il a mis sa main sur ma bouche et m'a dit de me taire, ou il me tuerait. Ensuite, il a ouvert la porte et l'a ouverte et il y avait un autre homme masqué. Ils ont chuchoté entre eux tout en me tenant en joue, maintenant assis sur le lit. L'un d'eux m'a dit de rester immobile et de ne pas bouger. L'autre type est sorti de la pièce et est allé directement dans la chambre de mes parents. Il est revenu et m'a demandé la combinaison du coffre-fort de mes parents. C'est eux, à quoi j'ai répondu que je n'en avais aucune idée, ce qui était vrai. Il y avait un total de 3 intrus dans la maison. L'un me tenait en joue pendant que les 2 autres pillèrent la maison, volant les bijoux de ma mère qui étaient à vue, ainsi que tout autre objet de valeur qu'ils trouvaient. Après les 10 minutes les plus longues de ma vie, un des hommes a crié « Partons !» Et l'homme qui me tenait en joue est sorti de la pièce, et je les ai entendus sortir rapidement par la porte arrière. J'ai essayé de voir dans quel type de voiture ils partaient depuis une fenêtre, mais il semblait qu'ils n'avaient pas garé près de ma maison. J'ai appelé le 911 immédiatement. Dès que la police est arrivée, ils m'ont demandé si nous avions des caméras autour de la maison, ce que nous n'avions pas. Ensuite, ils ont demandé si j'avais entendu un nom ou vu un de leurs visages, et la seule chose que je pouvais leur dire était que l'un d'eux était appelé Jay par les autres. Ils ont demandé si j'avais vu le véhicule de fuite, et j'ai dit que non. La police a demandé à plusieurs maisons voisines si elles avaient des caméras qui auraient pu filmer les voleurs, et après que mes voisins aient vérifié leurs caméras de sonnette, aucune d'elles n'avait rien capté. Je pense que ma maison a été ciblée par un groupe qui a vu que j'organisais une fête et a allumé les pétards pour me faire sortir de la maison et pouvoir s'introduire. C'est l'explication la plus probable pour moi.
Mes parents étaient furieux contre moi d'avoir organisé la fête, car ils pensaient que cela avait conduit au volume, mais ils étaient aussi soulagés que j'aille bien et compréhensifs quant à ce que j'avais dû traverser. En raison de cette expérience, je suis un fervent défenseur de l'installation de caméras de sécurité autour de votre maison. C'était le 4 juillet 2015. Le parc à côté de chez moi organisait son spectacle annuel de feux d'artifice, mais il était toujours trop plein et chaotique. En plus de trouver une place de stationnement, c'était impossible. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est qu'il y avait un petit fossé à côté du parc qui offrait une vue parfaite sur le spectacle de feux d'artifice. J'ai découvert cela grâce à l'un de mes amis une année. Ce fossé était accessible par l'une des rues résidentielles sans issue qui longèrent le parc. Comme le 4 juillet tombait un samedi cette année-là, il y aurait probablement encore plus de monde, mais ce serait aussi un rendez-vous parfait. Je parlais à cette fille Ashley, que j'avais rencontrée dans l'une de mes classes le semestre précédent, et avec qui j'avais déjà eu quelques rendez-vous au cours de quelques mois. Je lui ai demandé si elle voulait aller voir les feux d'artifice avec moi, et elle m'a dit qu'elle avait déjà très envie d'y aller, donc absolument. Elle est venue chez moi d'abord, puis nous avons marché de chez moi jusqu'au parc, car il était si proche et nous apportions de l'alcool. Je lui ai dit que nous aurions notre propre endroit privé pour voir le spectacle, un endroit que peu de gens connaissaient, et elle a dit qu'elle était super excitée. En plus de la tequila et du soda, j'ai apporté une grande couverture pour que nous puissions nous allonger. Il y avait déjà beaucoup d'agitation à l'entrée du parc. Nous sommes passés par là pendant que les voitures se massaient dans le parking et avons continué par la rue sans issue où se trouvait le fossé. Le fossé était rectangulaire et clôturé, mais il était très facile d'y entrer car la porte n'était même pas verrouillée. À l'intérieur du fossé, il y avait juste une tonne d'arbres et, au fond, une petite clairière d'herbe où nous prévoyions d'étendre la couverture. Nous nous sommes dirigés vers la porte qui, encore une fois, n'était pas verrouillée et je l'ai ouverte et fermée silencieusement. Je lui ai dit de faire attention en descendant vers le fond du fossé. Il était environ 20 heures, juste quand les feux d'artifice devaient commencer. J'ai étendu la couverture sur la partie la plus douce du sol. Je n'avais pas pris en compte à quel point il ferait sombre là-bas avant le début des feux d'artifice, alors nous avons tous les deux allumé les lampes de poche de nos téléphones et les avons laissées allumées comme lumière temporaire. Nous avons commencé à préparer les shots de tequila et soda immédiatement. Du fond du fossé, nous ne pouvions pas entendre les autres personnes dans le parc, seulement les coups de klaxon occasionnels des voitures. Juste au moment où nous commencions à prendre le premier verre, nous avons tous les deux entendu quelque chose derrière nous. C'était comme le bruit de branches écrasées sous des pas. Nous nous sommes retournés pour voir dans l'obscurité. J'ai pointé ma lampe de poche dans cette direction, mais elle n'allait pas si loin. Les iPhones de l'époque, je pense que c'était les 6, n'avaient pas les meilleures lampes de poche. Ashley m'a demandé quelle était la probabilité que d'autres personnes viennent ici. Je lui ai répondu qu'à part quelques-uns de mes amis qui le savaient, je doutais que quelqu'un d'autre vienne. Je lui ai expliqué que cela pourrait être un petit animal. Les premiers feux d'artifice ont été tirés dans les airs, ce qui nous a fait sursauter. Les feux d'artifice illuminaient tout le fossé brièvement, surtout les plus grands, et quand ils en tiraient plusieurs à la fois. À ce moment-là, nous avons bu et regardé les feux d'artifice pendant quelques bonnes minutes avant que, à nouveau, j'entende quelque chose derrière nous. Je ne pense pas qu'Ashley l'ait entendu, mais elle s'est retournée quand j'ai regardé et m'a demandé ce que je regardais. Je lui ai dit que ce n'était rien, ne voulant pas lui faire peur. Après tout, c'était mon idée. Mais maintenant, je devenais paranoïaque. J'ai décidé de me retourner et de regarder fixement entre les arbres et les buissons. Et quand le fossé s'est à nouveau illuminé par plusieurs grands feux d'artifice explosant, j'ai vu une silhouette noire debout entre les arbres et les buissons au-dessus de nous. Elle semblait se cacher. J'ai murmuré « Il y a quelqu'un là-haut ». Elle s'est retournée et a regardé, mais maintenant il faisait à nouveau sombre car il y avait un petit intervalle entre les feux d'artifice. Quand le fossé s'est illuminé à nouveau, la silhouette que j'avais vue n'était plus là. Je l'ai sûrement effrayée parce qu'elle a dit qu'elle voulait partir. Puisque nous avions tous les deux définitivement peur, nous avons décidé de partir pendant que les feux d'artifice illuminaient encore le fossé. J'ai ramassé la couverture et l'alcool,
Et bien sûr, le spectacle de feux d'artifice s'est terminé juste à ce moment-là. Maintenant, il faisait à nouveau sombre et silencieux dans le fossé, alors nous avons allumé nos lampes de poche et monté la colline. En nous rapprochant du sommet, je ne pouvais m'empêcher de diriger ma lampe de poche vers les arbres et la zone générale où j'avais vu cette silhouette avant, et j'ai senti mon cœur faire un bond en voyant à nouveau une silhouette noire, peut-être à environ 3 mètres de distance. Il semblait être une personne portant un sweatshirt noir à capuche ou une tunique avec la capuche relevée, bien qu'il faisait environ 28 degrés Celsius. Ils étaient debout derrière un grand arbre, mais ensuite, comme répondant à la lumière, ils ont commencé à courir entre les buissons vers nous. J'ai poussé Ashley pour qu'elle se dépêche en criant pour que nous partions. Nous avons couru de là et avons essentiellement couru dans la rue jusqu'à ce que nous soyons entourés d'autres personnes. Ils ne nous ont pas suivis. Je ne suis pas sûr de ce que cette personne faisait là-bas, mais il semblait qu'elle nous avait traqués pendant tout le spectacle de feux d'artifice, et le fait qu'elle ait couru vers nous signifiait qu'elle voulait nous faire du mal. Je n'ai vu qu'une personne, donc je pense qu'ils étaient seuls, mais je pourrais me tromper. Je suis resté à l'écart de ce fossé pour toujours. Après que plusieurs amis et moi ayons fini de lancer des feux d'artifice, un de mes amis, Zach, nous a emmenés, 4 d'entre nous, dans une maison inachevée dans un quartier relativement nouveau. 2 des personnes ont rapidement perdu intérêt, alors elles sont parties avant que nous commencions à explorer la maison, ne laissant que 3 d'entre nous, Zach, Johnny et moi. Aucun des murs de la maison n'était terminé. Elle se composait principalement de planchers et de poutres de 2 par 4 soutenant la structure. Nous pouvions voir l'extérieur dans la plupart des parties de la maison, et le sous-sol avait un sol et des murs en béton. La maison avait 2 étages et un sous-sol, ce qui faisait un total de 3 niveaux. Les escaliers étaient suffisamment complets pour que nous puissions monter et descendre facilement. En commençant à inspecter la maison, Zach nous a dit de garder les lampes de nos téléphones éteintes autant que possible parce que les maisons autour étaient terminées et habitées, et les gens qui y vivaient pourraient appeler la police s'ils nous voyaient rôder. Par conséquent, nous dépendions principalement de la lumière de la lune pour voir. Nous sommes restés ensemble la plupart du temps. Dès que nous montions les escaliers, nous pouvions entendre une voix venant du rez-de-chaussée ou du sous-sol. Alors nous courions en bas pour savoir ce que c'était. Dès que nous faisions cela, nous entendions un bruit venant d'en haut, alors nous courions en haut. Ce schéma a continué pendant un bon moment. Nous avons supposé que les bruits étaient simplement le vent renversant des morceaux de bois, des tuyaux ou d'autres objets qui traînaient, ou que c'était un animal courant dans la maison. Finalement, alors que nous marchions lentement dans le sous-sol en essayant de découvrir qui ou quoi faisait les bruits, j'ai vu quelqu'un marcher lentement dans les escaliers à côté de moi. J'ai vu une lumière émanant de son téléphone, mais elle n'était pas assez forte pour que je puisse voir qui c'était. J'ai chuchoté à Zach et Johnny « C'est toi ?» Ils ont tous les deux dit que ce n'était pas eux, et il s'est avéré qu'ils étaient juste devant moi. Peu de temps après avoir posé la question, j'ai vu un tas de tuyaux qui étaient appuyés contre le mur inachevé tomber dans les escaliers. Il ne semblait pas qu'ils soient tombés accidentellement. Il semblait que quelqu'un les avait délibérément poussés. À ce moment-là, j'ai su que ce que nous entendions n'était pas un animal ni le vent. Je savais que quelqu'un d'autre était dans la maison. Après cette rencontre, nous avons tous les 3 couru hors de la maison. Nous sommes tous restés dans la rue du quartier à une distance décente de la maison, discutant de ce qui venait de se passer. Zach était convaincu que la personne que j'avais vue était l'un des 2 amis qui avaient décidé de partir plus tôt. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune chance que ce soit eux. L'un d'eux était une fille qui ne voulait pas salir ses chaussures et l'autre était un garçon qui sortait avec cette fille et était toujours à ses côtés, donc je ne pouvais pas imaginer l'un d'eux faisant ça. J'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas eux, mais il ne me croyait pas complètement. Puis il s'est rendu compte qu'il avait perdu ses clés et a dû retourner dans la maison pour les trouver de toute façon, ce qui a laissé Johnny et moi attendre dehors. Pendant que Johnny et moi attendions Zach, j'ai cru voir une grande silhouette sombre venir du côté droit de la maison, mais je ne pouvais pas en être sûr. Nous essayons toujours de ne pas utiliser nos lampes pour que les voisins ne nous remarquent pas. Après quelques minutes, Zach est revenu avec ses clés et a dit qu'il avait encore vu quelqu'un dans la maison. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, mais il était toujours convaincu que c'était nos autres amis qui jouaient avec nous. Il a marché vers le côté gauche de la maison. Johnny et moi l'avons suivi,
et quand il est arrivé à l'arrière de la maison, je l'ai vu sursauter et crier « Courez !» Nous avons couru. Plus tard, il a dit qu'il avait vu une grande silhouette sombre lever les bras et se déplacer lentement vers lui. J'ai couru vers la rue en face de la maison. Je pensais que Johnny et Zach me suivaient, mais je ne pouvais voir que Zach derrière moi. Quand j'ai arrêté de courir, il y avait un grand conteneur devant moi. J'étais du côté gauche et Zach était de l'autre côté. J'ai vu Zach regarder à sa droite vers une zone derrière le conteneur que je ne pouvais pas voir depuis où j'étais. Je l'ai entendu dire « Nous ne voulons pas de problème ». Puis il m'a dit de courir vers son camion. Il m'a ramené à la maison dans son camion et Johnny a conduit séparément. Apparemment, Johnny était déjà allé à sa voiture. J'ai couru vers le camion et nous sommes partis. Zach m'a dit qu'il avait vu une grande silhouette sombre s'approcher de lui après avoir dit « Nous ne voulons pas de problème ». Il a vu la silhouette se déplacer derrière le conteneur dans ma direction et c'est pourquoi il m'a dit de courir vers le camion. Plus tard, Johnny a mentionné que lorsqu'il est parti dans sa voiture, il a vu 3 silhouettes courir derrière lui dans le rétroviseur. Il est probable que ces silhouettes étaient des voisins jouant avec nous, mais la façon dont ils ont agi était très étrange. Compte tenu de la taille et de la hauteur de certains d'entre eux, il m'est difficile de croire qu'ils étaient simplement des adolescents. Zach avait un peu plus de 20 ans, Johnny était à la fin de son adolescence et j'avais presque 30 ans quand cela s'est produit. Je ne peux pas m'empêcher de me demander qui étaient ces personnes et de quoi elles étaient capables, en plus de nous effrayer. Je me demande si peut-être c'étaient des membres étranges d'un culte qui se réunissaient régulièrement dans cette maison la nuit et c'est pourquoi ils essayaient de nous effrayer. Étant donné que c'était le 4 juillet, il y avait plus de chances qu'il y ait des gens bizarres qui traînaient, mais Zach a dit qu'il y avait des personnes qui l'avaient poursuivi une autre fois où il était dans cette même maison. Je n'étais pas avec lui cette fois-là. Donc je ne peux pas entrer dans beaucoup de détails sur cette histoire, mais je me demande si c'était les mêmes personnes.